Alors, effectivement, nous avons énormément de monde. Je vous prie de nous excuser auprès de vos amis qui n'auraient pas pu rentrer, mais nous n'avons pas l'autorisation de prendre des personnes sur les... en plus des 120 personnes qui sont normalement comprises dans cet amphithéâtre. Donc, donc on a dû afficher complet et fermer les portes. Je suis vraiment très très contente aujourd'hui d'accueillir Jean-Philippe Buzan qui s'est proposé au sein de l'école Euclide pour faire cette drôle de conférence qui va, je suis sûre, être très très intéressante. Alors, l'école Euclide séjourne en ce moment au laboratoire pour une petite semaine, 2 semaines, pour 2 semaines. Cette école d'été, les chercheurs de cette école d'été forment un consortium qui étudie l'univers, son évolution, qui étudie la cosmologie et qui s'intéresse à l'énergie noire. Et Jean-Philippe Buzan est l'un d'eux. Jean-Philippe Buzan est directeur de recherche à l'Institut d'astrophysique de Paris. Il a écrit plusieurs ouvrages sur ces thèmes de recherche et d'intérêt que vous trouverez. Donc, certains sont pour les plus jeunes, d'autres pour les adultes. Et il s'intéresse aussi en fait à la transmission de la science, la faire comprendre au grand public, aux enfants. Et c'est dans ce cadre-là qu'il présente cette conférence ce soir. Alors en fait, cette conférence, pour nous, c'est la première d'un événement en fait, qui en contiendra 2. La seconde conférence sera donnée par Sylvie Vauclair le 6 septembre à la Villa Vintrevert. En fait, c'est ces événements musique et sciences, comme celui-ci d'ailleurs. Sylvie Vauclair, vous la connaissez parce qu'elle aussi faisait à chaque automne, il y a les années précédentes, une école d'été ou un workshop ici. Elle nous a déjà présenté une conférence ici à l'amphithéâtre. Cette fois-ci, elle nous parlera de la musique des étoiles et d'ailleurs et de son interprétation ou de sa transformation en une musique plus, disons, plus accessible. Je ne sais pas, mais nous verrons. Voilà, donc nous vous attendrons pour le 6 septembre au soir à la Villa Vintrevert et nous ferons passer des annonces dans ce cadre-là. Alors, je vais passer la parole à Jean-Philippe Buzan pour qu'il vous présente cette conférence-là. Et je vais vous montrer l'éteindre mon téléphone portable parce qu'en fait, ça va être une balade avec 2 ailes dans les étoiles. Et il ne faut pas qu'elle soit perturbée par le téléphone, par les sonneries. Voilà. Merci beaucoup. Je suis là, ça va. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc merci à tous d'être là. Alors ce soir, ce qu'on va vous présenter, c'est pas vraiment une conférence au sens habituel d'une conférence de vulgarisation. C'est plutôt une sorte de petit voyage qui est inspiré par beaucoup de lectures depuis que je fais de la cosmologie. Donc ça fait déjà beaucoup d'années. Et c'est une forme familiale, c'est-à-dire qu'on l'a créé il y a 2 ans avec mes enfants parce que j'avais envie de partager un certain nombre de choses. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on partage aussi bien de la musique et puis une certaine rêverie. Et donc la conférence va se dérouler complètement dans le noir. On a essayé de faire le noir le plus parfait possible. Bon, c'est jamais possible. Quand on regarde la nuit, c'est avant tout noir. On a des petits points lumineux et on aimerait que ces points lumineux vous aident à vous montrer comment ils nous ont guidés depuis plusieurs dizaines de siècles pour comprendre notre univers. Donc voilà, il va y avoir un petit peu de la lecture de textes. Les textes sont enregistrés, c'est pour ça que j'ai l'ordinateur ici. Ils sont lus par un de mes amis qui est metteur en scène et comédien qui s'appelle Étienne Pomeray qui les a enregistrés pour qu'il y ait une lecture, parce que quand c'est dit, ça ne peut pas être moi, il faut être trop bon pour lire ça. Et donc vous serez accompagné par quelques grands textes de la littérature, des poèmes, par Yakov qui va nous jouer du violon, et puis vous verrez, il y aura peut-être une petite danseuse qui va vous apparaître dans le noir, ça je vous laisse un petit peu la surprise. Donc on va être dans le noir, ça dure à peu près 1 heure, et voilà, j'espère qu'on arrivera tous ensemble au bout. On y va ? Ok, merci.
rendez-vous avec le rabbin. On se voit au port. Il est jeune, marié. Il s'occupe d'art moderne. Il est astronome à ses heures. Il a découvert des étoiles. On sait que le catalogue des étoiles est infini. En ajouter une n'est pas si extraordinaire, mais quand ça arrive, je me surprends à applaudir le ciel. Il ne nous est pas permis à nous, autres hommes, de mettre au monde une nouvelle vie, mais nous pouvons ajouter une étoile au catalogue. Je lui demande si connaître plus d'étoiles, plus de distance, sert à enrichir nos connaissances ou seulement nos archives. Il dit, nous voulons fouiller les limites de l'univers. Nous ne sommes pas libres de cesser la recherche. Nous appartenons à une espèce d'entité. Nous l'avons tous regardé, nous avons tous été saisis par sa puissance. Nous nous sommes tous demandé si ce ciel n'était qu'un décor peint sur un plafond lointain ou si l'espace continuait ainsi sans s'arrêter, si le nombre des étoiles était fini ou si nous pourrons toujours en rajouter une au catalogue. Nous nous sommes tous demandé si cet univers était immuable et éternel ou s'il avait un début et peut-être une fin. Notre représentation de l'univers dépend certes de ce que nous sommes capables d'observer, mais aussi de ce que nous sommes capables de concevoir, et surtout de ce que nous sommes capables de rêver. Nous sommes plongés dans l'univers. Nous ne pouvons pas nous en extraire pour le contempler de l'extérieur. Nous ne pouvons en étudier qu'un seul, pire, qu'une petite partie d'un unique univers, observé depuis ici et maintenant. Un enfant perdu au cœur d'une forêt d'étoiles, nous voilà dans ce cosmos que nous devons comprendre sans nous y perdre. La cosmologie ouvre à un questionnement métaphysique, souvent loin de ce qui est scientifiquement établi. Depuis que nous regardons le ciel, nous tentons de reconstruire la nuit. Dès l'Antiquité, et pendant des siècles, on imagina la Terre immobile au centre de l'univers. Le Soleil, la Lune et les 5 planètes alors connues doivent tourner autour de la Terre. Cet ensemble est contenu à l'intérieur d'une sphère sur laquelle étaient posées les étoiles et que l'on voit tourner autour de nous en 24 heures. Cet univers est une sorte de bulle dont la voûte céleste serait le bord. On s'interdit de se demander ce qu'il y a après ce bord, un peu comme si nous vivions dans un œuf et que nous nous refusions de penser qu'il puisse exister quelque chose au-delà de sa coquille. Maintenant, je suis dans mon lit et je pense. Tout à l'heure, je pensais à l'univers. L'univers, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre comment il peut être fini, car tout a une fin. Tout a un bord, à un endroit ou à un autre. Mais si l'univers a une fin, qu'est-ce qu'il y a après l'endroit où il finit? Peut-être rien. Mais qu'est-ce que c'est rien? Car rien ne peut être rien tout de même. Je ne comprends pas et je pense tout le temps à l'univers. S'il a une fin, ce n'est pas possible. Et s'il n'a pas de fin, ce n'est pas possible non plus. Ça me fait peur quand je pense à l'univers. Paradoxe du bord contre impossibilité de concevoir l'infini. Cette coquille sera un objet de querelle pendant plus de 20 siècles. Archytas de Tarente, philosophe pythagoricien de son état, nous fait comprendre le problème. Si je me trouvais à la limite du ciel, dit-il,
Pourrais-je tendre au dehors la main ou un bâton? Oui ou non? Certes, il est absurde que je ne puisse pas le faire, mais si j'y parviens, cela implique l'existence d'un dehors. Il faudra attendre le 19e siècle pour que les mathématiques nous aident à comprendre qu'un espace peut être fini et pourtant ne pas avoir de bord. L'univers n'était alors pas plus grand que ce que nous appelons aujourd'hui le système solaire. Il fallait expliquer le mouvement des planètes. Ptolémée et ses successeurs inventent des engrenages de mouvements circulaires enchâssés les uns dans les autres. Une mécanique complexe et précise décrivant notre système solaire avec une grande précision, ajustée et prévisible pour l'éternité. Au mystère du ciel se superpose celui de cette horloge trop bien réglée. Doit-on y voir le geste d'un horloger cosmique ? C'est la contemplation suprême, doublée de la suprême méditation. C'est toute la réalité plus toute l'abstraction, rien au-delà. On se sent prêt. On est à la discrétion de cette ombre, pas d'évasion possible. On se voit dans l'engrenage, on est partie intégrante d'un tout ignoré. On sent l'inconnu qu'on a en soi fraternisé mystérieusement avec un inconnu qu'on a hors de soi. C'est l'annonce sublime de la mort. Quelle angoisse et en même temps, quel ravissement. Adhérer à l'infini, regarder les astres et dire « Je suis une âme comme vous ». Regarder l'obscurité et dire « Je suis un abîme comme toi ». Par la solitude pesée sur Gilliatt. Le comprenait-il? Non. Le sentait-il? Oui. De toute éternité, les hommes aiment l'éternité. Ils la recherchent dans ce cosmos qui leur semble immuable. Ils se délèguent de cette constance, de cet univers ordonné, prévisible et rassurant. Ils aiment les catégories permettant de classer les phénomènes de la nature, les animaux, les comportements humains. Ils aiment attribuer des propriétés à ces catégories, comme si elles avaient une fonction, une place dans un tout bien réglé. Ils inventent des mythes pour veiller sur cet ordre, comme par pressentiment, mais aussi pour combler leurs besoins d'origine. La nature est contrariante. De toute éternité, elle déteste l'éternité. Pour elle, tout n'est que changement et passage. Tout évolue. Les civilisations, les espèces, les étoiles, les galaxies, la matière et même l'univers. Elle se plaît à nous surprendre et à mettre en défaut nos prédictions pour nous révéler de nouveaux aspects de sa personnalité. Éternité et changement, fini ou infini, ces débats sont enflammés. Certains s'enivrent d'infini et de changement. Pour d'autres, ces idées sont répugnantes. Deux courants de pensée, les fils de Parménide et les fils d'Héraclite, s'opposent sur la façon de concevoir le cosmos. Les Parménidiens sont les amants de l'immuable. Ils résistent à l'écoulement du temps et s'attachent à l'éternel, non comme durée illimitée, mais comme étranger à la durée. Ils détestent le changement, les métamorphoses et les imperfections. Ils ont le goût du parfait et répugnent à l'infini. Depuis Pythagore, ils invoquent une harmonie apollinienne reposant sur les nombres entiers. La musique révèle les proportions mathématiques exactes de ce monde. Ils s'opposeront avec une grande inventivité à la peste noire du changement. Leur esthétique est, disons-nous, classique. De leur côté, les fils d'Héraclite trouvent leur délectation à se sentir entraînés dans le courant du fleuve. Ils aiment le changement d'une forme à l'autre, la durée, l'imperfection de la matière. Ils sont attirés par l'infini.
La voûte céleste est une prison qui les rend claustrophobes. Ils préfèrent la géométrie et le continu aux nombres entiers, le divers au simple. Cette multiplicité des choses, ils l'aiment non arrêtée, mais en passage incessant d'une forme à l'autre. Le devenir est plus important que l'être. Leur esthétique est romantique, presque baroque. Sous l'impulsion de Copernic puis de Galilée, notre vision de l'univers va radicalement changer. La coquille céleste va se craqueler. Ils comprennent que la Terre tourne autour du Soleil en une année et sur elle-même en 24 heures. Mais comment faire comprendre à tous ce fait contre-intuitif? Ce que je t'ai dit hier, l'as-tu compris depuis? Quoi? L'histoire de Copernic avec la rotation? Oui. Non. Pourquoi voulez-vous que je comprenne? C'est très difficile. Je vais seulement avoir 11 ans en octobre. Justement, je veux que toi aussi, tu le comprennes. Bon, mais je vois, moi, que le soleil, le soir, s'arrête ailleurs que le matin. Avec ça, il ne peut pas être immobile, jamais de la vie. Tu vois, qu'est-ce que tu vois? Tu ne vois rien du tout. Tu écarquilles les yeux, c'est tout. Écarquiller n'est pas voir. Galilée pose le trépied en fer au milieu de la chambre. Donc ceci est le soleil. Assieds-toi. Andrea s'assied sur une des chaises. Galilée est debout derrière lui. Où est le soleil? À droite ou à gauche? À gauche. Et comment irait-il à droite? Si vous le transportez à droite, naturellement. Seulement de cette manière. Galilée soulève Andrea avec la chaise et accomplit avec lui une demi-rotation. Où est maintenant le soleil? À droite. Et il a bougé? Ça, non. Qu'est-ce qui a bougé? Moi. Faux, idiot, idiot, faux. La chaise. Mais moi avec elle. Évidemment, la chaise, c'est la terre, et toi, tu es assis dessus. Transmettre ce que nous savons sur l'univers. Partager ces propriétés de la nature qui dépassent notre entendement, notre sens commun, et qui pourtant tissent l'étoffe de la réalité. Encore une de nos obsessions. Si la Terre tourne sur elle-même, alors le mouvement des étoiles autour de nous n'est qu'une illusion, résultant de la rotation de notre planète. Quelle que soit leur distance, nous verrons toujours tourner les étoiles autour de nous en 24 heures, parce que c'est nous qui tournons. Il n'est donc nullement obligatoire qu'elle soit à une distance finie. En acceptant que la Terre tourne, un univers infini devenait concevable. Le travail herculéen de Copernic, ce n'est pas d'avoir mis la Terre en marche, c'est d'avoir arrêté la voûte céleste. Tant qu'elle tournait, elle devait être une surface lisse et polie. Si elle ne tourne plus, cette clôture n'est plus nécessaire et rien ne nous protège plus de l'infini. Comment alors ne pas être pris d'un vertige? Sans repère, sans centre, impossible de nous localiser, de savoir où est ici. La voûte céleste se fissure. Giordano Bruno invoque avec passion un tel changement. Déchire les surfaces concaves et convexes qui limitent en dedans et en dehors tant d'éléments et tant de cieux. Rompt et jette à bas avec le fracas et le tourbillon des vivaces raisons ce que le vulgaire aveugle prend pour les murailles d'acier de la dernière sphère. La métamorphose a été plus lente. Ce sont les progrès de l'observation qui vont ébranler les limites du monde. En 1610, Galilée pointe sa lunette vers la Voie lactée. Il découvre qu'elle est constituée d'une myriade de soleils.
quelle distance se trouvent ces étoiles? Personne n'en a alors la moindre idée. 1838. 1838, on mesure enfin l'étendue de l'infini. L'astronome allemand Friedrich Bessel mesure pour la première fois la distance d'une étoile. L'étoile numéro 61 de la constellation du Cygne. 100 000 milliards de kilomètres, beaucoup plus loin que l'on imaginait jusqu'alors. L'univers grandit subitement. À la même époque, William Herschel, un astronome anglais, établit la première carte de notre galaxie. Pour lui et ses contemporains, l'univers entier est contenu dans notre galaxie. C'est pourtant à la même époque que Kant, Emmanuel, le philosophe, imagine qu'il existe d'autres galaxies. L'existence de ces univers-îles, comme il les appelle, est bien sûr très spéculative. Il nous invite à explorer l'archipel de notre univers observable. Voilà l'aventure de notre temps. La vigie criera pour la première fois depuis les hauts de l'observatoire du mont Wilson en Californie, un 30 décembre. Ce jour de 1924, Edwin Hubble annonce l'existence d'une autre galaxie. La petite galaxie NGC 7822 est située dans la constellation du Sagittaire. Puis viendront M33, aussi appelée la galaxie du Triangle, puis M31, notre proche voisine Andromède. Hubble avait prouvé qu'il existait d'autres galaxies et mesura leur distance. De nouveau, la taille de l'univers observable explosait. Le système solaire était trop petit, notre galaxie était trop petite. Aujourd'hui, on compte plusieurs centaines de milliards de galaxies. Mais il y a un siècle, personne n'en savait rien. Chacune de ces galaxies contient des étoiles par centaines de milliards. Certaines de ces étoiles ont des planètes. Nous en avons la preuve depuis 1995. Nous sommes une espèce d'entêté. Cet entêtement à collecter les lucioles du ciel, à les classifier, nous a fait découvrir des objets qui dépassaient tout ce que notre imagination pouvait concevoir. Il nous expose à un univers toujours plus complexe, plus riche, plus grand, infini peut-être. Infini, infini, désigne surtout ce qui n'est pas fini, ce qui n'est pas parfait. La beauté du monde, loin de résider dans une construction délimitée, allait consister précisément à n'avoir pas de limite. Notre entêtement à comprendre l'univers nous confronte à un émerveillement toujours plus grand. Chaque explication contient de l'inexplicable. Tout ce qui peut vous paraître évident devient, sous les yeux de la science, un mystère. Il nous reste la tendresse devant notre univers et l'humilité de notre regard. La tendresse et un cri. Quand les gens arrivent à comprendre à quel point l'univers est grand et la vie humaine courte, leur cœur appelle. Parfois c'est un cri de joie, mais pour la plupart d'entre nous, c'est un cri de terreur. Nos cœurs appellent, peut-être Dieu, ou peut-être juste pour briser le silence. La nuit est-elle sereine? C'est un fond d'ombre. Est-elle orageuse? C'est un fond de fumée. L'illimité se refuse et s'offre à la fois. D'innombrables piqûres de lumière rendent plus noire l'obscurité sans fond. Escarboucle, scintillation, astre. Ce sont des jalons de création dans l'absolu. Ce sont des marques de distance, là où il n'y a plus de distance. C'est on ne sait quel numérotage impossible et réel pourtant de l'étiage des profondeurs. Un point microscopique qui brille, puis un autre, puis un autre, puis un autre. C'est l'imperceptible. C'est l'énorme. Cette lumière est un foyer. Ce foyer est une étoile. Cette étoile est un soleil. Ce soleil est un univers. Cet univers n'est rien. Tout nombre est zéro devant l'infini. Ces univers qui ne sont rien existent. En les constatant, on sent la différence qui sépare n'être rien de n'être pas. Observer et décrire ne pouvait pas satisfaire cette espèce d'entité. Il fallait décortiquer et expliquer la mécanique de notre univers. On comprit d'abord l'origine du mouvement des planètes. Copernic avait déplacé le centre du monde sur le Soleil. Kepler comprit ensuite que
Les orbites des planètes sont des ellipses, tout aussi immuables que les cercles. Il fallait bien imaginer un mouvement sans changement, se répétant toujours identique à lui-même. Newton prouve que la gravitation universelle règle le fonctionnement de cette horloge cosmique. Il construit un admirable édifice qui donne les équations régissant l'univers. La gravitation est le chef d'orchestre de l'univers, la seule force à qui aucune matière n'échappe. Pour que cette horloge ne se dérègle pas, il faut invoquer un horloger bien caché. La vision déterministe du monde qui émane des travaux des mécanistes du XVIIIe et du XIXe siècle sera ébranlée au début du XXe siècle, en particulier par Henri Poincaré. Il démontre que les orbites des planètes ne peuvent pas suivre éternellement celles de Kepler. Leur trajectoire change imperceptiblement. Le système solaire est instable. Le chaos entre dans le système solaire. Nous ne pouvons pas prédire son état à plus d'une centaine de millions d'années. Une éternité pour nous, une seconde pour l'univers. La grande œuvre de Newton va régner sur la physique pendant plus de 200 ans, forgeant nos concepts communs d'espace et de temps. En 1915, tout cela change. Avec ces deux théories de la relativité, Albert Einstein nous enseigne qu'il est impossible de penser espace et temps indépendamment. L'espace-temps a une géométrie qui doit être déterminée par l'expérience. Elle n'est donc pas absolue et peut changer. Les relativités donnent naissance à la cosmologie moderne. Dès 1922, Alexandre Friedman et Georges Lemaître comprennent que l'espace ne peut pas être immuable. Il doit se dilater, ce que confirmaient les observations d'Edwin Hubble. Elle franchit dans le spectre visible la limite du rouge. Elle se noue pour mieux bondir dans la dimension qui s'ouvre au-delà de la connaissance. Un seul déclic d'espace, un clapotis de clarté diffuse, au large des âges, marque sa mort et sa métamorphose. La galaxie en fuite, à la fraison, est une truite arc-en-ciel qui remonte le cours du temps vers de plus basses eaux, vers des retraits obscurs de la durée. Les galaxies fuient, l'univers se dilate. En quelques décennies, on formule un modèle qui décrit la structure et l'évolution de notre univers. On prouve que l'univers émerge d'une phase très chaude et très dense. Il se refroidit et se structure en se dilatant. La cosmologie vise à reconstruire l'histoire passée de notre univers à partir des observations astrophysiques en utilisant les théories pour les organiser et les interpréter. Cette construction conclut que notre univers est vieux de 13,7 milliards d'années et qu'il existe dans le passé un moment où espace et temps ne font plus sens. Cette singularité, comme nous l'appelons, est plus connue médiatiquement sous le nom de Big Bang. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ce mot. Il est écrit « Au commencement était le Verbe ». Et déjà je m'arrête. Le mot mérite-t-il valeur aussi parfaite? Non. Je dois traduire autrement si l'esprit veut m'aider de sa faveur insigne. Il est écrit « Au commencement était le sens ». Médite cette ligne et suspends ta plume un moment. Est-ce le sens qui crée et qui fait vivre? Il faudrait dire qu'au commencement était la force. Un secret sentiment s'émeut en moi, m'avertit de poursuivre et j'écris « De l'esprit m'en vient l'intuition, au commencement était l'action ». La force, l'action, dans le commencement. Qu'y a-t-il dans le commencement? La science aurait-elle prouvé que le Big Bang est ce commencement? L'idée d'une origine de l'univers est tout à fait insupportable pour des parménidiens comme Arthur Eddington ou Fred Hoyle. Afin de réconcilier éternité et évolution cosmique, il propose un modèle dit de l'état stationnaire, dans lequel l'univers se dilate en restant identique à lui-même. Cette contre-attaque n'est pas en accord avec les observations. Mais ce Big Bang résonne. Origine, espoir d'explication, dégoût, fantasme, récupération.
Ce mot excite notre imagination. Florilège sur l'origine du monde. Sir Arthur Eddington a écrit que, philosophiquement, l'idée d'un commencement de l'ordre actuel du monde lui répugnait. Il me semble que l'état actuel de la théorie quantique suggère plutôt que le commencement du monde a été très différent de l'ordre actuel du monde. Alors, monsieur Stephen Hawking, peut-on vraiment parler du commencement du monde? Le problème de la création de l'univers ex nihilo a été discuté dans le passé déjà ancien, sans aboutir à une conclusion. Les résultats que nous avons obtenus apportent un appui à l'idée que l'univers a commencé il y a un temps fini. Cependant, le point réel de création, la singularité, est en dehors du champ d'application des lois de la physique actuelle. Le 28 mars 1949, Fred Hoyle utilise pour la première fois le mot Big Bang, une raillerie qui depuis hante la cosmologie contemporaine. La raison pour laquelle les scientifiques aiment le Big Bang, c'est parce qu'ils sont éclipsés par le livre de la Genèse. Il est profondément ancré dans la psyché de la plupart des scientifiques de croire en la première page de la Genèse. Peu étonnant que le terme se popularise rapidement, prouvant par là même l'écart entre la science et ce que l'on y projette comme attente. Même le pape Pie XII se met à rêver. Il semble, en vérité, que la science aujourd'hui, remontant d'un trait des millions de siècles, ait réussi à se faire le témoin de ce fiat lux initial, de cet instant où surgit du néant avec la matière, un océan de lumière et de radiation, tandis que les particules des éléments chimiques se séparaient et s'assemblaient en millions de galaxies. On peut rêver, mais rappelons-nous la mise en garde de saint Augustin. Voici ma réponse à la question: que faisait Dieu avant de créer le ciel et la terre? Je ne veux pas répondre ce que répondit plaisamment quelqu'un pour éluder la difficulté du problème. Il préparait des supplices à ceux qui scrutent ces profonds mystères. Autre chose est d'y voir clair. Autre chose est de se moquer. Non, ce n'est pas ma réponse. Plus me plaît de dire « je ne sais pas », quand je ne sais pas, que de livrer au ridicule qui pose une si profonde question et de faire louer qui répond si mal. Alors, dialogue de sourds. Les causes premières ne sont point du domaine scientifique. Et elles nous échapperont à jamais, aussi bien dans les sciences des corps vivants que dans les sciences des corps bruts. Si l'univers a une origine, celle-ci semble en dehors du champ explicatif de la science. Nous savons aujourd'hui que l'univers est en constant changement, en évolution. Et c'est heureux. Dans un univers éternel, toute la matière atteindrait lentement un équilibre thermique. Et la notion de temps s'évanouirait. L'éternité correspondrait à une évanescence du temps. Les étoiles puis les galaxies ont été des phares pour la connaissance. Pourquoi brillent-elles? Allait-elle briller pour l'éternité? Au XXe siècle, l'astrophysique nucléaire comprend que les étoiles ont une histoire. Elles naissent de l'effondrement gravitationnel d'un nuage de gaz. Elles transforment la matière en des éléments de plus en plus lourds, l'hélium d'abord, puis le carbone et l'oxygène. Elles se refroidissent lentement ou meurent, parfois dans le feu d'artifice d'une supernova. L'observation m'a appris que les étoiles ne dureront pas éternellement. J'ai vu quelques-unes des plus belles fondre et tomber dans le ciel,
Si une étoile peut fondre, elles le peuvent toutes, et si elles le peuvent toutes, cela peut arriver en une seule nuit. C'est un chagrin qui se prépare, je le sais. Je compte rester assise chaque soir et les contempler aussi longtemps que je résisterai au sommeil. Je graverai ces chants étincelants dans ma mémoire. Ainsi, au fur et à mesure qu'elles disparaîtront, je pourrai rétablir ces myriades adorées dans le noir du ciel, les faire étinceler encore, en doublant leur éclat de mes larmes. Notre Soleil a 4,6 milliards d'années. Il devrait encore briller pendant 5 milliards d'années. Les étoiles meurent. Avez-vous déjà vu une étoile mourir? Toutes les étoiles pourraient-elles disparaître? Diane n'a pas répondu. Elle est restée complètement immobile, les jumelles devant les yeux. Diane, elle est restée silencieuse quelques secondes de plus. Puis elle a frémi, s'est retournée et a jeté les jumelles à Jason, qui a protesté, mais sans comprendre que Diane avait vu quelque chose de perturbant. J'allais lui demander si tout allait bien, lorsque les étoiles ont disparu. Pendant que Diane et Jason se chamaillaient. Il n'y a rien eu sinon une brève et étrange lueur qui m'a laissé dans les yeux l'image rémanente des étoiles en une froide phosphorescente verte. Arrêtez, regardez, où sont passées les étoiles? Et elles ont tous deux levé les yeux vers le ciel. Dans les années qui ont suivi, des enfants ont grandi sans jamais avoir vu la lune de leurs yeux. Des personnes d'à peine 5 ou 6 ans de moins que moi sont devenues adultes en ne connaissant guère les étoiles que par des vieux films. Un jour, j'avais la trentaine, j'ai fait écouter à une femme plus jeune que moi une chanson du XXe siècle, « Douce nuit aux étoiles silencieuses ». Elle m'a demandé, une surprise sincère dans ses yeux écarquillés. Les étoiles faisaient du bruit. Demain, à quoi ressemblera notre ciel? Les lumières des villes effacent lentement les étoiles de nos nuits.
Elles font fuir les lucioles cosmiques et nous déconnectent de ce ciel chargé de notre histoire. Nous perdons peu à peu notre orientation nocturne. De mon village, je vois de l'univers tout ce qu'on peut voir de la Terre. Pour cela, mon village est aussi grand que n'importe quel autre pays. Parce que j'ai la dimension de ce que je vois et non la dimension de ma taille. Dans les villes, la vie est plus petite qu'ici, dans ma maison, sur le flanc de cette colline. Dans la ville, les grandes maisons ferment la vue à clé, cachent l'horizon, bousculent notre regard loin du ciel entier, nous rendent petits parce qu'elles nous enlèvent tout et que nous ne pouvons plus voir et qu'elles nous rendent pauvres parce que notre unique richesse, c'est de voir. Mais se pourrait-il qu'elles disparaissent vraiment toutes? La physique donne des pistes pour imaginer le futur du ciel et de la nuit. Les observations d'astrophysique concluent que l'expansion de l'univers s'emballe. Les galaxies s'éloignent les unes des autres de plus en plus rapidement. C'est bien que dans quelques milliards d'années, les galaxies les plus proches ne seront plus visibles. Un astronome du futur aura peu d'informations sur son univers, comme un marin perdu au milieu de l'océan. La matière, qui n'est pas contenue dans les galaxies, se dilue aussi rapidement. Sa densité devient si faible que toute réaction chimique ou nucléaire devient impossible. Elle gèle lentement. La matière contenue dans les galaxies évolue différemment. Les étoiles, nous l'avons dit, naissent, évoluent et meurent. Les premières étoiles sont nées quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Alors qu'au moment de la formation de notre galaxie, il naissait une centaine de soleils par an, aujourd'hui, c'est seulement un soleil par an qui naît. Bientôt, les galaxies ne formeront plus de nouvelles étoiles. Les étoiles tirent principalement leur énergie des réactions de fusion nucléaire. Pendant la majeure partie de leur vie, elles transforment leur hydrogène en hélium. Une fois son cœur appauvri, elle évolue en géante rouge, puis vers un stade ultime, une naine blanche pour les moins massives, une étoile à neutrons ou un trou noir pour les plus massives. Bien que contenant moins de matière, les petites étoiles vivent plus longtemps car elles consomment leurs réserves avec plus de parcimonie. Alors que la durée de vie du Soleil est d'environ 10 milliards d'années, celle des étoiles les plus légères est estimée à 100 000 milliards d'années. Ainsi, dans quelques centaines de milliers de milliards d'années, les étoiles auront presque toutes disparu et les galaxies ne seront composées que de naines blanches ou brunes, d'étoiles à neutrons et de trous noirs. Sans source d'énergie stellaire, difficile d'imaginer la moindre vie, du moins telle que nous la connaissons. Une civilisation technologiquement très avancée pourrait éventuellement survivre en exploitant l'énergie d'un trou noir. Rien n'interdit au niveau théorique. Le ciel de ces civilisations du futur sera alors complètement noir. Quelle solitude est la plus pesante? Celle d'un astronome au milieu de milliards d'étoiles, laissant l'espérance de planètes et de compagnons inaccessibles quelque part, ou celle d'un astronome face à un ciel complètement noir? Quel infini est le plus supportable? Celui des étoiles ou celui du vide? Lequel crée le plus grand vertige? Parfois, la nuit, Gilliatt ouvrait les yeux et regardait l'ombre. Il se sentait étrangement ému. L'œil ouvert sur le noir. Situation lugubre, anxiété, la pression de l'ombre existe. Un indicible plafond de ténèbres, une obscurité sans plongeur possible. De la lumière mêlée à cette obscurité, on ne sait quelle lumière vaincue et sombre. De la clarté mise en poudre, est-ce une semence? Des millions de flambeaux, nul éclairage. L'homme devant la nuit
se reconnaît incomplet. Il voit l'obscurité et sent l'infirmité. Le ciel noir, c'est l'homme aveugle. L'homme face à face avec la nuit, s'abat, s'agenouille, se prosterne, se couche à plat ventre, rampe vers un trou où se cherchent des ailes. Presque toujours, il veut fuir cette présence informe de l'inconnu. Il se demande ce que c'est, il tremble, il se courbe, il ignore. Parfois aussi, il veut y aller. Aller où? Là. Là, qu'est-ce? Qu'y a-t-il? Cette curiosité est évidemment celle des choses défendues, car de ce côté, tous les ponts autour de l'homme sont rompus. L'arche de l'infini manque, mais le défendu attire, est en gouffre. Où le pied ne va pas, le regard peut atteindre. Où le regard s'arrête, l'esprit peut continuer. L'inaccessible ajouté à l'inexplicable, tel est le ciel. De cette contemplation se dégage un phénomène sublime, le grandissement de l'âme par la stupeur, l'effroi sacré et propre à l'homme. La bête ignore cette crainte. L'intelligence ouvre dans cette terreur auguste son éclipse et sa preuve. L'ombre est une de là l'horreur. En même temps, elle est complexe. De là l'épouvante. Son unité fait masse sur notre esprit et ôte l'envie de résister. De la création spéciale dont nous faisons partie. Le jour, bref dans la durée comme dans l'espace, n'est qu'une proximité d'étoiles. L'obscurité nocturne est pleine d'un vertige, pas de fatigue comparable à cet examen des ténèbres. C'est l'étude d'un effacement. On est sous l'ombre, on regarde, on écoute. Regarder l'ombre, ce n'est pas regarder, c'est contempler. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Les galaxies se refroidiront alors comme des charbons oubliés dans une cheminée. Elles aussi ne sont pas éternelles. Deux galaxies proches peuvent fusionner. Notre galaxie, la Voie lactée, et sa plus proche voisine, Andromède, fusionneront dans quelques milliards d'années. Mis à part ces rares collisions, les galaxies se dispersent. Les galaxies s'évaporent aussi inexorablement. Au bout de 10 milliards d'années, une galaxie similaire à la nôtre s'est complètement évaporée. Les galaxies s'évaporent. Tout s'évapore, même les trous noirs. La suite dépend de certaines propriétés de la matière. Si le proton est stable, comme nous le pensons actuellement, alors les noyaux atomiques le sont aussi. Dans ce cas, les naines blanches et brunes, les étoiles à neutrons, les poussières d'astéroïdes et les comètes errant dans l'univers sont plus stables que les trous noirs qui s'évaporent. La matière se réorganise lentement. Dans des milliards d'années, ne subsisteront que des atomes de fer, des particules de lumière, des restes d'hydrogène et d'hélium intergalactiques se refroidissant inexorablement pour l'éternité. Tout gèle, si bien que le temps lui-même disparaît dans cet infini en expansion et en dilution cosmique.
L'univers tel que nous le connaissons, avec ses étoiles, ses galaxies, sa richesse d'éléments atomiques permettant l'existence de molécules et de la vie, n'est qu'un passage bref de l'histoire cosmique. Issu d'une phase primordiale, chaude et sans structure, l'univers se refroidit, la matière se diversifie et se structure. Les atomes puis les molécules complexes ont permis l'émergence de la vie. Les étoiles fournissent l'énergie permettant à cette vie de se développer sur des planètes. La vie ne pouvait pas apparaître avant que les premières étoiles n'aient synthétisé le carbone, l'oxygène et les autres noyaux atomiques nécessaires. Au début du XXIe siècle, on comptait des centaines de milliards d'étoiles dans notre galaxie, et des centaines de milliards de galaxies similaires à la nôtre. On découvrait des exoplanètes chaque jour, dont certaines similaires à notre Terre. Nous rêvons d'une autre Terre pour nous accueillir une fois que nous aurons trop usé la nôtre. Espoir un peu vain, car nous savons aussi que ces mondes sont trop lointains pour être atteints. La Lune marque fièrement la limite du monde exploré par l'humanité, cette vieille limite entre le monde et le cosmos. Pourtant, nous rêvons à d'autres astronomes qui regardent un autre ciel. Je regarde les étoiles et les planètes avec mes propres yeux. Et je vois aussi l'univers lointain à travers les instruments des astronomes. Partout où je regarde, je vois la beauté. L'univers est extraordinairement grand et beau de tous côtés. Mais, pourtant, je ne suis pas satisfait de cette beauté. L'univers, tel que nous le voyons partout, excepté notre planète, est mort. Et nous savons, quand nous comparons la Terre et la Lune, qu'une planète qui porte la vie est considérablement plus belle qu'une planète morte. L'univers serait bien plus beau et bien plus significatif s'il était plein de vie. Si la vie s'étendait sur ces millions de mondes déserts que nous voyons. Je ne puis croire que l'univers au-delà de la Terre soit à jamais privé de vie. La vie trouvera toujours une manière ou une autre de se propager et de faire de chaque coin de l'univers son foyer, tout comme elle s'est établie sur toute cette planète. Je pense que la vie s'étendra dans l'univers et que la destinée des humains est de jouer les sages-femmes, aidant à l'éclosion de l'univers vivant. Perdus dans une forêt de systèmes stellaires, nous recherchons la vie extraterrestre, poussés par notre solitude cosmique et notre besoin de savoir si nous sommes seuls ou pas. Pendant un instant seulement, l'univers est habitable. Les étoiles et les galaxies sont mortelles. L'univers est un désert trop chaud dans ses débuts, trop froid pendant l'éternité du futur. Il faudra s'habituer à cette nouvelle solitude, sur cet îlot de temps au milieu de l'éternité.
conditions dans le futur sont très similaires à celles de l'univers primordial, vide et en constante accélération. Et si cela permettait à une nouvelle bulle d'univers de naître pour recommencer un cycle? Certains l'imaginent, d'autres, en écho de Giordano Bruno, l'appellent avec force. Rien ne le prouve pourtant. Observer, décrire, comprendre toujours plus, ne plus rien comprendre, recommencer. Les esprits se fatiguent dans cette immensité du monde où ils ne trouvent nul repos dans ses calculs, nulle halte, nulle borne pour le retour. Nous sommes des entêtés. Mais nous sommes aussi des rêveurs, des somnambules. Nous sommes dans l'univers, mais il est aussi en nous. Il va falloir remettre en perspective quelques petites choses que tu pensais savoir. Soyons francs. Ton corps, en creux, et le reste de l'univers y est contenu. Il suffit juste de rêver que nous ne sommes plus la plus petite des particules de l'univers, mais la plus grande, contenant toute chose. C'est absurde. Non, il faut changer de point de vue. Mais plus je rentre profondément en moi, plus les distances sont grandes. Ton centre est à l'infini. La limite de ton corps est l'endroit le plus lointain de l'univers. Réconcilier l'infiniment petit avec l'infiniment grand. Cette quête est d'actualité. La mécanique quantique et la relativité générale permettent de penser que l'univers est issu du vide. Un vide fort complexe, je vous l'accorde. Cette réconciliation avec le vide, avec l'univers, invite sur scène un cosmore et fait revivre des rêves que nous avons maintes fois incantés. Donc, avant, tout fut le vide. Puis, terre au large flanc, assise, sûre, à jamais offerte à tous les vivants, et amour, le plus beau parmi les dieux immobiles, celui qui rompt les membres et qui, dans la poitrine de tout Dieu comme de tout homme, dompte le cœur et le sage vouloir. Du vide naquirent Éreb et la nuit noire. Et de la nuit, à son tour, sortirent éther et lumière du jour. Terre, elle, d'abord, enfanta un être égal à elle-même, capable de la couvrir tout entière, ciel étoilé, qui devait offrir aux dieux bienheureux une assise à jamais. Nous contemplerons encore la nuit et ses étoiles. Des nouveaux yeux s'ouvriront sur une nature aujourd'hui encore inaccessible à nos sens. Une nature peuplée de matière noire, de trous noirs, de vide bouillonnant à qui nous devrons donner un sens et un nom. Indissociables, notre regard, notre langage et notre univers se construiront ensemble. La finitude de notre compréhension et l'infinitude de notre curiosité nous invitent à continuer un voyage qui nous exposera encore aux ténèbres et à un mystère chaque jour plus grand. Notre curiosité et notre soin pour la nature nous hybrideront un peu plus avec le cosmos. Nous devons aussi continuer de rêver. Fermons les yeux et regardons les étoiles. Tels les moires vêtus de blanc, l'Achésie chantant le passé, Cloto le présent et Atropos l'avenir, la nature arpégeant ses théories nous bercera avec ses propres mots d'un chant cosmique. Juste un pli. Chant unitaire, chante-moi l'univers, chante-moi l'éther au-delà de toute substance. Permets-moi que je te danse, veine ouverte, cœur saignant, mouvement non défini, éternité. Juste un pli, chant unitaire, unir le chant de notre espoir, un retentir de nos devoirs. Maintenant, chant unitaire devient notre chant d'unitaire.
donc j'espère que vous voyez, c'est un mélange de plein de textes, de plein de choses, pour vous montrer que depuis toujours on regarde le ciel, on peut le questionner comme on le fait dans nos laboratoires avec les ordinateurs et les grands télescopes, mais que derrière il y a toujours ce rêve de regarder ces petits points lumineux et ces grandes questions. Donc voilà, c'est aussi ça, et ce dialogue entre la science, la poésie et puis les questionnements métaphysiques qui sont toujours là, parce que c'est finalement, à mon sens, ce qui donne du sens à cette recherche sur le long terme. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, j'imagine que voilà, c'est pas penser ça comme un séminaire, mais plutôt comme un voyage. Et je vous remercie tous parce que vous avez été d'un silence mais absolu, c'était un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup.